Nous sommes à 3 semaines de la convention démocrate à Chicago aux États-Unis. La vice-présidente Kamala Harris, candidate à l'investiture, est déjà en campagne. Elle est largement soutenue par les personnalités du Parti démocrate. Hillary Clinton pense que Kamala Harris a toutes les chances de battre Donald Trump et ainsi entrer dans l'histoire comme première femme présidente des États-Unis. Bonjour Hélène Kuntz, vous êtes professeure à l'école de commerce l'INEC à Paris, ancienne membre des Democrats Abroad, les démocrates à l'étranger, autrice de l'ouvrage Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Kamala Harris est à peine entrée en campagne qu'elle s'est faite insulter par Donald Trump et son colistier, James David Vance. Trump l'a traitée de folle qui veut tuer des bébés. Comment vous interprétez cette violence verbale? C'est très habituel chez M. Trump. On n'est pas à ce point surpris. Je pense que le concours de circonstances qui a amené Mme Harris devant tout le monde tout d'un coup déstabilise les républicains beaucoup. Je pense qu'ils s'envolent sans doute. Ils avaient une convention où là, tout d'un coup, il y a un nouvel adversaire qui va certainement annoncer son colistier dès cette semaine, alors que la convention pour les démocrates, c'est à partir du 19 août. Ça sera une personne en plus de faire campagne avec elle. Vous pensez que ce sera un colistier et pas une colistière? Je pense que Meg Whitmore, qui est peut-être la seule personne qui aurait pu imaginer concourir avec elle, souhaite toutefois rester dans son rôle. Et il y a des enjeux géographiques. Clairement, c'est peut-être soit le gouverneur de la Pennsylvanie, qui est un fameux swing state. Donc, vous savez, je dis souvent, il y a 50 États qui votent, mais il n'y a que 7 ou 8 États qui décident à cause de des États clés, à cause de notre système de vote indirect avec le collège électoral. Ça sera peut-être aussi Mike Kelly, qui a un résumé de choc, ancien astronaute, ancien chef de naval et puis sénateur de l'Arizona. Donc c'est très important, ces swing states, les Oui. États basculent. Oui, et donc c'est la raison pour laquelle le choix de colistier, il faut une diversification géographique. Ça ne peut pas être, par exemple, Gavin Newsom, qui est très aimé, mais on ne peut pas avoir 2 Californiens sur le ticket. Ça, c'est un ticket perdant, ça. Alors, vous parlez de la Californie, le fait qu'elle soit ancienne procureure générale de Californie, oui. Kamala Harris, est-ce que c'est un atout, d'après vous, face à Donald Trump? Clairement, je pense que c'est presque hollywoodien. On n'aurait pas pu écrire quelque chose pareil. Ça contrecarre aussi cette idée qu'elle n'est là que parce qu'elle est femme et noire. Je trouve ça toujours très étonnant comme argument qu'elle sera dans ces postes-là à cause de ça. Et tous les postes qu'elle a eus, elle était toutefois élue. Pour être le procureur de San Francisco, elle était élue. Pour être procureur de l'État de Californie, qui est le plus grand État aux États-Unis, elle était élue. Et au Lama, c'est un État où on est peu. Moi-même, je suis originaire de la Californie. Donc, il n'y a que 6% de la population en Californie qui est noire. Donc, ce n'est pas qu'elle est portée elle est portée vraiment par ses compétences. Et c'est dommage d'entendre les républicains avoir des attaques très misogynes et ouvertement racistes. C'est dommage pour eux. Les droits des femmes en particulier et le droit à l'avortement, est-ce que vous pensez que ça va être l'un des thèmes centraux de la campagne? Elle-même, elle le met en avant parce que c'est pas que l'avortement qui est en jeu, là, qui est d'ailleurs banni dans beaucoup d'États. Si on lit les prétentions, la profession de foi du Parti républicain, il parle carrément de vouloir ne plus soutenir ni l'avortement, mais ni IVG, ni même la pilule contraceptive. Donc, ça met beaucoup de femmes en très grande difficulté médicale, au-delà de toute considération éthique. Et donc, Kamala Harris dit haut et fort que, en tant que présidente, elle va contrecarrer les décisions de la Cour suprême pour qu'enfin ça rentre dans une loi fédérale et non pas juste une décision de Cour suprême. Et donc, du coup, on peut penser que le vote des femmes va être décisif pour cette élection. Les femmes sont complètement galvanisées par... vous savez, il y avait beaucoup d'appétence pour une campagne autre qu'une campagne entre 2 vieillards. Pardonnez-moi de le dire comme ça paraît toujours un peu indécent de parler de l'âge, mais à partir du moment où Joe Biden fait un retrait par lui-même, qui est vu comme un acte à la fois
presque patriotique. Et puis, on voit tout d'un coup surgir cette femme qui était, vous savez, elle ne montrait pas de l'ambition. Je pense que aussi ça joue beaucoup pour elle. C'est-à-dire, elle était très en retrait, elle restait à sa place. De toute façon, le vice-président aux États-Unis, c'est un second role. Donc, elle restait jusqu'au bout dans ce second role. Et tout d'un coup, elle démarre toute seule avec énormément d'énergie qu'elle n'avait pas à Biden. Et est-ce qu'elle va bénéficier du vote afro-américain? Oui, ça c'est plutôt acquis pour elle. Alors là où c'est peut-être un peu mitigé, c'est où est-ce qu'elle va perdre des votes qui étaient plutôt acquis à Biden. Mais je pense que ce qui est clair là, c'est qu'elle mobilise des votes et des dons. Et des petits dons, c'est pas quelqu'un qui est porté que par des titans du tech de la Silicon Valley, par exemple, qui était le cas de J.D. Vance. J.D. Vance, c'est incroyable comme choix de côté républicain. Il est complètement non qualifié pour le Mais job. ils l'ont fait justement avant le fait qu'on sache que ce soit Kamala Harris. Donc peut-être qu'il y a eu une erreur du camp des Républicains sur ce choix. Ça n'élargit pas la base électorale de Donald Trump. L'erreur du choix est terrible, mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont parfois victimes de leur propre racisme. Le choix évident, c'était Marco Rubio de la Floride. Il aurait sécurisé la Floride et galvanisé le vote des Latinos. Mais vous voyez, leur propre racisme, parfois, ça se retourne contre eux. Donc, ils n'ont pas su le faire. Et quels sont les points forts en général de Kamala Harris par rapport à Donald Trump? Elle est réellement qualifiée. Elle est réellement démocrate dans le sens qu'elle soutient la Constitution. Elle ne roule pas pour elle. Elle a de l'ambition, bien sûr, mais elle n'est pas corrompue. Et puis, c'est quelqu'un qui est très bosseuse. C'est pas tellement qu'elle n'était pas appréciée. Souvent, les gens me disent, mais c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. C'est plutôt quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Elle connaît tous les dossiers d'une future chef d'État. Et puis, que ce soit sur le plan domestique ou à l'international, elle était vraiment de tous les meetings, peut-être en retrait, certes, mais elle connaît tous les dossiers. Et quelle sera sa réponse face à Donald Trump sur le problème de l'immigration? Alors, on a une réponse qui est véridique et terrible. C'est qu'il y avait une loi devant le Congrès qui était prête à être votée. C'était un compromis. Mais c'était une proposition des républicains. Expressément, Donald Trump a dit, ne la votez surtout pas parce que je ne veux pas un win, je ne veux pas que Biden gagne quelque chose avant les élections. Donc, c'est très cynique. Et c'est terrible d'en arriver là. Je pense qu'une future vice-président Kelly pourrait en dire plus parce qu'il est de l'Arizona, carrément avec la frontière avec le Mexique. Sur la politique étrangère maintenant, elle semble dans la continuité de ce qu'a fait Joe Biden, par exemple pour l'Ukraine. Mais est-ce qu'il y aura une inflexion par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de la guerre à Gaza, entre Israël et le Hamas à Gaza? C'est là où l'électorat en demande beaucoup, qu'elle change de cap et qu'elle ne fait pas des chèques en blanc à Netanyahou. Donc, elle est prête à changer. Je sais qu'il y avait un meeting déjà la semaine dernière avec Netanyahou à la Maison-Blanche. Et clairement, sur ce point-là qui était très problématique aux États-Unis et qui enlève clairement les voix et chez les jeunes et chez des Américains de foi musulmane, voilà, elle est prête à être beaucoup plus soft et ne pas suivre à la lettre tout ce que veut Netanyahou, clairement. Et pas seulement dans le verbe, mais également dans les actes. Il y aura une inflexion, vous pensez? Elle est obligée d'adhérer à cette position-là. Alors maintenant, après, vous savez, c'est le Congrès qui décide pour le budget. Mais en termes de stratégie, elle va certainement changer de stratégie pour que cette terrible guerre en Gaza finisse. Merci beaucoup.